RCN. Le son de la différence. Biodiversité sur RCN, Chloé Baduel. Bonjour à tous, vous êtes sur RCN 90.7 et on est dans l'émission Biodiversité avec Thibaut et Alain. On va parler du lien entre culture et environnement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la culture et à l'impact qu'elle a sur l'environnement. Tout le monde aime l'art. Quand je parle d'art, je parle de la peinture, la musique, la littérature ou encore le cinéma. À l'heure de la transition écologique, toutes ces pratiques peuvent représenter un pont, un lien entre les deux thématiques. Pour certains, le pari est de taille. Allier art et écologie peut faire naître de nouvelles manières de répondre aux enjeux de la crise environnementale. La plupart des gens ont tendance à opposer les deux et à ne pas envisager que la culture, si elle est bien utilisée, peut très bien intégrer des enjeux écologiques. Cela ne veut pas dire qu'on fusionne entièrement nature et environnement. Les artistes peuvent conserver leur autonomie artistique. Plusieurs artistes et organismes du monde du spectacle soucieux de leur empreinte écologique, mais lucides quant aux façons dont ils tirent des revenus de la circulation polluante des publics, souhaitent entreprendre un pas à la fois, un virage vert. Depuis quelques années déjà, plusieurs événements éco-responsables prennent vie avec des mesures concrètes pour réduire son empreinte écologique. Est-ce qu'il est possible de proposer des œuvres qui insistent sur les nouvelles façons de vivre et sur la transition écologique? Peut-on faire changer l'opinion publique à travers l'art? On va se demander si la culture peut rimer avec environnement et si l'art peut être utilisé comme outil de sensibilisation. Et avec nous aujourd'hui, deux personnes autour de la table. Le premier, c'est Thibaut Roland. Il travaille pour le festival Nancy Jazz Pulsation. Il est avec nous aujourd'hui pour parler de l'engagement des festivals et du monde de la culture pour l'environnement. C'est un plaisir de t'avoir autour de la table, Thibaut. Bonjour Chloé. Et le second, c'est Alain Aubrège, présentateur de l'émission Jazz aux éclats sur RCN. C'est également un homme très cultivé et je voulais vraiment entendre son point de vue sur le sujet. Merci d'être avec nous, Alain. Merci Chloé, c'est trop. Bonjour Thibaut. Merci d'être avec nous le temps de cette émission. Vous êtes sur RCN 90.7. Restez avec nous, on revient tout de suite après Moon Age Daydream de David Bowie et on parlera un peu plus en détail de Nancy Jazz Pulsation avec Thibaut. I'm a space invader. I'll be a rock and rollin' bitch for you. Keep your mouth shut. Just walking like a big monkey bird. And I'm busting up a brain for the world. Keep your electric on me, babe. With your ray gun to my head. Press your space base close to my love. Freak out in a moon age daydream, oh yeah. Don't fake it, baby. Lay the real thing on me. The church of mad love is such a holy place to be. Make me, baby. Make me know you really care. Make me jump into the air. Keep your electric
biodiversité sur RCN, Chloé Baduel. On est avec Thibaut Roland de Nancy Jazz Pulsation. Thibaut, comment vas-tu ? Fort bien, écoute, fort bien. Alors, tu fais partie de Nancy Jazz Pulsation. En quelques mots, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que c'est ? C'est un festival qui fêtera ses 48 ans. Cette année, un festival de jazz, longtemps uniquement jazz, et puis il a eu l'intelligence de s'ouvrir à absolument toutes les musiques à partir de la fin des années 80-90. Festival qui rassemble 90 000 personnes pendant 15 jours en octobre et qui se déroule dans plusieurs salles de la ville. Le cœur du festival étant le parc de la Pépinière avec ce grand chapiteau et le fameux Magic Mirror. Et puis la salle Poirel, l'autre canal, le théâtre de la Manufacture, et puis aussi des concerts dans toute la Lorraine. Voilà, jusque du nord au sud, dans pas mal de salles partenaires. Et voilà, encore une fois, du jazz, du rock, du hip-hop, de l'électro, du reggae, du métal, de la chanson. Voilà, un petit peu de... Tant que la musique est bonne, c'est un peu l'idée du festival. Et voilà, en quelques mots. Okay, donc c'est assez piège de l'appeler Nancy Jazz Pulsation. C'est l'histoire, qui a donné son nom. Voilà, mais du coup, c'est ouvert ouvert à NJP. NJP. Et vous avez signé une charte en rapport avec l'environnement, je crois. Est-ce que tu peux nous donner les points forts ? En fait, il y a 2 ans, quand je suis arrivé à la direction, on a décidé de prendre un virage beaucoup plus affirmé sur l'aspect écologique et puis sur l'aspect responsabilité sociétale globalement. Et quels sont nos engagements ? Alors, on a signé la charte qui s'appelle Éco-Manifestation d'Alsace, qui est devenue aussi Éco-Geste. Et en gros, il y a plusieurs points, si tu veux. C'est une charte qui évalue en fait l'impact d'un festival avec différents points à cocher ou pas. Ouais. Et il évalue le niveau du festival en fonction de ça dans son parcours et dans la manière dont il va pouvoir grandir et être de plus en plus écologique. Donc ça peut concerner le type de gobelet, qu'il soit jetable ou pas, est-ce qu'il y a du plastique ou pas encore sur le festival, si le festival travaille aussi avec des producteurs locaux, quel type de bière est servie, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Qu'est-ce que je peux te raconter aussi ? La manière de trier les déchets, évidemment. La manière dont on propose aux festivaliers de venir, quel type de transport, quelles solutions on met en place en fonction. Voilà, ça fait pas mal de petits points comme ça. Il y en a beaucoup, hein, mais voilà. Dans l'idée, on s'est engagé là-dessus et puis on grandit petit à petit dans les mesures mises en place sur le festival. D'accord. Et tu penses que tous les festivals devraient faire comme vous ? Prendre un virage vert ? C'est difficile de répondre à la place des autres. Ça dépend évidemment de chaque configuration. Je pense qu'on devrait être dans une société beaucoup plus garante, en effet, de la dynamique écologique et durable pour l'avenir de nos enfants. Donc, ça soit les autres festivals ou tout simplement l'interdiction des pesticides ou des sacs en plastique, par exemple. Ouais. Et est-ce que les artistes se sentent aussi concernés ? Ouais, j'avais un bon exemple à te citer là-dessus. Alors, il y en a qui s'en foutent, hein, sûrement, mais je trouve que de plus en plus, on a pu constater, je me rappelle de Jeanne Hadid en 2019, qui nous a étonnés parce qu'elle était, toute son équipe en fait était munie de gourdes. Non, c'était en 2018, pardon. Okay, ouais. Et toute son équipe était munie de gourdes sur le festival, ce qui fait qu'ils n'utilisaient aucun gobelet jetable ou petite tasse à café ou tu vois tout ce qui peut se jeter. Et donc on a pris exemple sur elle. On avait déjà ça un peu en tête. Et en 2019, on a créé des gourdes pour tout nos staff et les artistes qu'on accueillait. Et voilà. Et cette année, on a choisi de pas en refaire parce qu'en fait, ça devient un nouveau goodies. Et c'est comme les gobelets jetables en fait. Cette année par exemple on a décidé de ne plus vendre de gobelets jetables mais de proposer aux gens de venir avec les stocks qu'on a tous en collection dans nos armoires et en fait on a avec Éco-Geste justement nous on a installé une station de lavage sur place parce qu'il y avait moins aussi de monde que d'habitude du fait de la pandémie. Ouais. Donc c'était gérable comme ça. Donc il y a des grandes poubelles en plastique, les gens jetaient leur verre en plastique dur, donc réutilisable dedans, et nous on les lavait derrière pour les resservir
le lendemain. Donc c'est des solutions comme ça qui permettent d'éviter le plastique jetable et en même temps de reproduire encore en grande quantité des gobelets. Voilà. Ouais, ça paraît assez simple, mais au final, ça fait la différence. Voilà, c'est comme le petit colibri. Et qu'est-ce qui pollue, selon toi, le plus dans ce genre d'événement, dans les festivals? Je suis pas un spécialiste, mais je dirais que c'est sûrement les transports. Des artistes, les transports du public. Nous, on reste une manifestation de taille, je dirais, moyenne par rapport au niveau national. Même si, 35 000 payants et 90 000 personnes, ça peut paraître beaucoup. Mais comme on a un public qui est en grande partie issu du département et du bassin nancéen, on génère, je pense, moins de transport que le Hellfest, par exemple, qui est l'inverse, c'est-à-dire que c'est un festival qui est surtout composé d'un public non local, par sa spécificité sur les musiques métal, hardcore, hard rock, etc. Donc, et puis les artistes, en effet, qui voyagent d'un continent à un autre, d'un pays à un autre, génèrent énormément de CO2. Oui, alors justement à ce propos-là, moi je me demande si ça va pas avoir un impact sur la programmation des festivals, le fait que on va peut-être y regarder sur le transport, souvent sur des longues distances, des artistes. J'ai pas l'impression que niveau gouvernemental, on en soit dans tous les cas vraiment là à prendre des mesures aussi drastiques que ça. Oui, mais peut-être que on commence à voir certains. Alors en particulier, ça concerne des orchestres symphoniques, donc où il y a beaucoup de monde, et qui commencent à s'interroger pour savoir si c'est vraiment raisonnable de prendre tous l'avion pour aller donner un concert au Japon. Écoute, tu veux quoi? Mon avis? Bien sûr. Je sais pas, c'est compliqué comme question parce que à la fois on a, oui, je pense qu'on peut raisonner l'affaire et responsabiliser en effet les tournées et c'est comme d'habitude, c'est une question de manière de consommer et en effet si on multiplie les one shots dans des pays différents, c'est sûr que c'est beaucoup plus polluant qu'une tournée qui est organisée d'une ville distante de 3 ou 500 km d'une autre. En effet, maintenant je connais pas bien les tournées d'orchestre, donc je saurais pas dire comment ça peut s'améliorer, mais ça sera certainement un problème qui viendra pour les organisateurs de tournées, pour les programmateurs de concerts et de festivals, probablement dans les années à venir. Ça voudrait dire qu'on aura pris un bon chemin au final, même si c'est contraignant. Dans tous les cas, je pense pas qu'on puisse se projeter sur un monde qui soit moins contraignant qu'il ne l'est aujourd'hui. Je pense qu'il sera beaucoup plus contraignant à bien des égards et sur le plan écologique, si on veut soulager notre terre bien-aimée, il va bien falloir prendre des mesures drastiques, un petit peu comme Drastic on Plastic. Voilà. Qui est un dispositif national, qui vise à réduire strictement les déchets plastiques sur le festival. Donc c'est aussi un dispositif dans lequel on s'est engagé cette année avec NJP par exemple. D'accord. Et quand vous dites vous vous êtes engagé, l'État n'a jamais entre guillemets eu la main dessus par rapport à l'environnement, les festivals. Vous n'avez pas de loi mise en place par l'État. C'est vraiment votre choix de faire. Je veux pas faire de politique, mais j'ai pas l'impression qu'on soit, en tout cas actuellement, dirigé par des personnes qui soient particulièrement attentives aux réductions des nuisances, des nuisances écologiques. La preuve, c'est que les lois sont reportées quand elles sont mises en place ou promises pendant une campagne, puisqu'elles viendraient, c'est compliqué, mais elles viendraient aussi j'imagine altérer des revenus économiques liés à des entreprises agro-industrielles par exemple. Donc l'État pour l'instant reste un petit peu loin de ça. Les municipalités en revanche commencent à s'y pencher, notamment la ville de Nancy et du fait de la nouvelle municipalité
Mais voilà, il n'y a pas encore de contraintes fermes sur ce genre de choses. Ouais. Mais je pense que c'est comme la parité homme-femme, c'est des sujets qui vont prendre de plus en plus d'ampleur. Enfin, je le souhaite en tout cas. J'espère aussi. Hein. Et c'est très difficile en ce moment pour les métiers comme le tien, les métiers de la culture. Vous avez eu la chance d'avoir pu faire le festival en 2020. Et est-ce qu'on peut espérer vous revoir en 2021 ? Si on l'a fait en 2020, il y a 200% de chances qu'on le fasse en 2021, puisqu'on était un des seuls festivals à avoir eu lieu jusqu'au bout l'année dernière. Ouais. Et il y aura du changement par rapport aux autres éditions. Comment est-ce que vous allez gérer tout ça ? Je sais pas. Je sais pas. Ouais. Vous allez devoir vous adapter. Ouais. Je pense qu'on. Voilà. Alain disait qu'il croyait au debout. À la rentrée, d'autres n'y croient pas. Les agents anglais déplacent les tournées prévues à l'automne en 22, voire en 23 maintenant. On va s'adapter, on va retrouver une formule. Tout ce que nous on cherchait l'année dernière, en tout cas, c'était la convivialité. Là, je vois que pour l'été, c'est limité, donc comme vous le savez, à 5000 personnes assises. Mais surtout, ce qui est important et qui est moins dit, c'est que les bars et les restaurations sont interdites à ce jour, sauf qu'ils font, pour NJP par exemple, le bar et la restauration, je crois que c'est 20% de nos revenus. Sur un budget de 2 millions d'euros, donc voilà, ça peut être vite important et c'est pareil pour tous les acteurs du spectacle, voilà. Donc typiquement, on verra en fonction des mesures. Monsieur le Président de la République a promis qu'on serait tous vaccinés fin de l'été. Moi, j'applique un peu bêtement un raisonnement en me disant si on est tous vaccinés à la fin de l'été, pourquoi on pourrait pas refaire la bamboche dès septembre ? Et au final, je ne sais pas. Au final, il nous manque des doses. Je ne sais pas. Nous ne savons pas. Donc pour l'instant, je vous avoue qu'on est un peu en questionnement. Finalement, c'est pas mal parce qu'on a quand même 10 jours d'avance par rapport à l'année dernière. Ouais. Donc on peut quand même espérer. Non, mais voilà, on est que en mars, que début mars, donc on peut se dire que, pardon, l'émission sera diffusée le 18 mars. mais voilà, on peut se dire que on peut espérer, on peut être optimiste et puis croire que mais dans tous les cas on s'adaptera parce qu'on est une équipe avec un moral de fer et inventive. Donc voilà. On y croit. Et vous avez déjà des dates de fixées ? Oui, c'est du 2 au 16 octobre 2021. Ok, parfait. On y sera. Dis-moi, est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux ou sur un site internet ? nancyjazzpulsation.com et puis on est sur Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn. On n'est pas sur Snapchat, je crois, et on n'est pas non plus sur TikTok. C'est un débat en interne. Mais non, voilà, on est sur les réseaux sociaux habituels. Ok, oui. Oui, moi j'aurais une question à poser, ça concerne aussi l'environnement et la pollution, c'est la question de la pollution sonore, du niveau sonore et de la prévention de ce véritable traumatisme auditif qui peut exister dans certains concerts. Là-dessus, en effet, là pour le coup, il y a l'État et les municipalités sont beaucoup plus interventionnistes. Et on était obligé. Alors si ça n'avait pas été une année Covid, on avait été, on sera de toute façon. On nous a conseillé de faire une étude acoustique. Donc il faut imaginer que pendant le festival, donc peut-être pas la prochaine édition puisqu'il y aura peut-être pas de chapiteau du coup et donc de conditions normales, mais il faut imaginer que sur la prochaine année où on aura le droit de se projeter normalement, on doive installer des capteurs acoustiques à plusieurs endroits de la ville pour mesurer les nuisances sonores, mais certains apprécient, j'en suis sûr. Nuisance, c'est quand même orienté comme terme. Mais non, je rigole, mais oui, voilà, en tout cas, oui. On nous presse sur ce sujet. Oui. Alors moi je me pose la question, alors c'est sûr que c'est la façon dont on entend le festival à distance, ce qui est pas forcément désagréable, mais c'est aussi le niveau sonore de certaines le niveau de certaines sonorisations de concerts, qui, je dois dire, est parfois un peu élevé. Alors, je connais les causes, elles en sont multiples, mais c'est pas toujours indispensable. C'est pas toujours non plus dans nous qui choisissons je sais bien, niveau de volume.
Donc je sais pas quoi te dire. Peut-être que le message devrait venir de la part des artistes eux-mêmes, mais des ingénieurs du son. Hein. Mais c'est les ingé sons qui mettent plus fort que le groupe d'avant. Et nous, on ne fait que les accueillir et on peut juste leur faire respecter la législation qui est de 105 dB maximum. Voilà. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi que des fois c'est beaucoup trop fort. Mais même moi, en tant que directeur du festival, j'ai pas de pouvoir en fait sur le spectacle qui est joué en live et voilà. Enfin, tu peux tomber sur une tête dure et te casser les dents. Je trouve toujours assez rigolo qu'on soit obligé à juste titre d'ailleurs, de distribuer des bouchons d'oreilles à l'entrée de certains concerts. Après, moi, j'ai des bouchons d'oreilles moulés que j'utilise parce que dans tous les cas, ça protège les oreilles. Bien sûr que ça protège. Non, mais je veux dire, normalement, on est censé bouger tous les 15 minutes si on veut pas risquer, en tout cas, on n'a pas un peu dévié du... On parlait de nuisance sonore, non? C'est une nuisance, hein. Non, en tout cas, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur les réseaux sociaux et sur le site internet de Nancy Jazz Pulsation. On vous mettra les liens sur la page Facebook de RCN. En tout cas, c'est un plaisir de donner la parole au métier de la culture et de l'événementiel. Et en plus, c'est un festival nancéen et qui prend en compte les enjeux environnementaux. Merci beaucoup d'être avec nous, Thibaut. On a hâte de retrouver le Nancy Jazz Pulsation. On vous souhaite beaucoup de réussite en tout cas. Merci. On revient tout de suite après la reprise de la balade de Jim faite par Isia et on parlera du rapport entre culture et environnement. Restez avec nous sur RCN 90.7, on revient tout de suite. Attention, Jim.
Dans cette première partie, on va essayer de savoir si on peut vraiment allier culture et nature. Pour certains, ça peut paraître impossible et pourtant d'autres ont une totale confiance en l'idée. Les événements peuvent avoir une ampleur assez importante et attirer beaucoup de monde. Est-ce qu'on peut continuer ces pratiques tout en diminuant leur impact écologique ? Selon vous, est-ce qu'on peut imaginer un avenir avec des festivals, des concerts où il n'y aurait pas de pollution ou en tout cas où elle serait très faible ? Ah, c'est le problème, hein. Bah oui. Ouais. Certainement. Ouais. C'est encore plus global comme question, mais oui, sur le festival, nous, je te disais, on s'associe à GRDF sur justement toute cette partie-là et à 4 niveaux. La manière de repenser, la manière de traiter les déchets. Je parlais de mobilité tout à l'heure du public ou des artistes. Ouais. Au niveau aussi, quand on dit durabilité, on pense à l'écologie, mais on pense aussi à l'impact sociétal sur son territoire. Comment on va permettre à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir venir avec la mise en place de billets solidaires ou alors de stands de prévention pour prévenir des risques. Enfin voilà, que ça puisse être les violences, ça puisse être les risques auditifs, justement dont on parlait. Et puis sur l'alimentaire, quel choix tu fais ? Est-ce que tu vas chez Métro pour vendre la bouffe que tu fais au restaurant, ou est-ce que tu vas plutôt chercher aux producteurs locaux qui sont sur ton territoire, des produits frais, bio, voilà, petit à petit, je crois que si on s'y mettait tous, que ce soit, mais même les restaurants d'entreprise, je sais pas, même les restaurants tout court d'ailleurs de la ville, si à un moment enfin, je dis ça, je suis pas restaurateur, mais voilà, ouais, je pense que c'est tout à fait envisageable. En tout cas, d'avoir le moins d'impact possible. Je pense pas que le niveau zéro existe, ou peut-être en 2090, mais peut-être un jour. Voilà. Mais il faut essayer d'y tendre. Ouais. Et tout à l'heure, je t'ai posé la question justement sur ce que tu pensais être, ce qui polluait le plus pendant les festivals. Et t'as dit les transports. Ben c'est vrai, parce qu'il y a plusieurs études qui ont été faites sur la répartition des émissions de CO2 pendant les festivals. Et en quelques chiffres, la plus grande source, du coup, c'est les transports à 77%. Ensuite, on va retrouver la restauration avec 8% et la logistique et l'énergie avec 7%. Donc, c'est pas étonnant, Ouais. pas étonnant. Ouais. Mais tu vois, pendant une JP, il fait froid, on est en octobre, il nous faut du chauffage, sauf qu'il n'y a pas de prise électrique dans un parc. Donc on se chauffe, tu vois, on se chauffe au fuel, il me semble. En tout cas, on se chauffait au fuel. Je sais plus exactement où on en est, mais voilà, c'est sûr qu'au niveau énergie, on consomme énormément et ouais, c'est difficile, mais on essaie de trouver des alternatives à ça avec des partenaires. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même des entreprises grandes ou petites qui ont quand même entamé eux aussi un changement d'économie, ou en tout cas en partie, et qui leur permettent d'aller essayer aussi de trouver des solutions pour des organisateurs ou des acteurs comme nous ou d'autres. Oui, puis on peut toujours se chauffer à la musique, hein. Entre autres, vrai. Ouais. Si on a le droit d'être collé. Et on parlait des artistes tout à l'heure. Alain, toi, c'est quoi ton avis ? Tu penses qu'il y a aussi une part de responsabilité de la part des artistes ? De toute évidence, hein. Déjà dans tout ce qu'on vient d'annoncer, hein, sur la façon dont ils se déplacent, leur comportement, leur consommation d'énergie aussi d'ailleurs, le niveau sonore ça en fait partie, hein. Et puis il y a une question, je saurais pas exactement donner la réponse, mais c'est me dire quelle est la part possible des artistes dans leur production, dans leur art, dans ce qu'ils proposent de messages pour l'écologie, pour la planète, pour l'environnement, etc. Et je pense que ils sont écoutés, ces gens-là, hein, et que probablement, alors ça existe déjà, hein, bien entendu, mais que ça serait bien que les artistes s'en mêlent un petit peu aussi. Ouais, et le transport d'artistes, ça peut représenter jusque 20% des émissions de CO2 pendant un événement comme ça. Ouais, c'est énorme. Alors là, tu parles sur quel type d'événement ? De festival. Ouais, mais lequel ? Genre, il y a Will of Green et puis il y a. Je pense qu'ils ont créé des gros festivals. Ça semble beaucoup, hein. Ouais.
Sur Anglais of Green, je comprends, parce qu'on va avoir des Gorillaz, des têtes d'affiche internationales qui peuvent venir peut-être même en one-shot des fois, plutôt qu'en tournée. Alors, c'est peut-être aussi une chance pour les artistes régionaux et nationaux, hein, ou des pays voisins. Hein. Oui, c'est sûr. Après, je suis toujours embêté, parce que à la fois on a envie de prendre des mesures drastiques, concrètes, claires, à la fois... la création artistique, elle doit pas être, je pense, altérée par des contraintes extérieures, à moins d'en être enrichi. Mais je veux dire, se dire, je vais composer de telle manière, etc. Après, me déplacer, oui, en effet, c'est sûrement ce qu'on disait tout à l'heure. Ça peut être sûrement responsabilisé. Et est-ce que les collectivités ont un rôle à jouer, selon toi ? Alors, bien sûr, évidemment, et d'autant plus parce qu'on a l'impression qu'elles ont de plus en plus de compétences et qu'on se rend compte que la proximité entre, notamment dans ce climat de Covid, la proximité d'un maire ou d'une mère sur les mesures qu'elle doit prendre diffère d'une autre ville, diffère d'un autre département ou d'une autre préfecture. Et évidemment, je crois que la Covid, au contraire, elle a accru l'importance de nos institutions tutelles. Exactement, ouais. Même si les contraintes paraissent nombreuses, culture et environnement peuvent être complémentaires, que ce soit les organisateurs, les collectivités, les artistes ou le public. Ils ont tous un rôle à jouer. Les grands enjeux sont la gestion des transports et la réduction des gaz à effet de serre. On parlait du rôle des artistes dans la transition écologique. Et bien tout de suite, on va écouter un groupe international qui a décidé de s'engager dans l'écologie, que ce soit dans leurs paroles ou leurs actes. Ils ont décidé d'annuler leur tournée pour ne pas polluer. Tout de suite, c'est Coldplay sur RCN 90.7. On revient juste après.
Biodiversité sur RCN, Chloé Baduel. Les gens qui n'aiment pas l'art se font rares. L'art, quelle que soit sa forme, la musique, le cinéma ou encore la littérature, attire l'attention et la curiosité. Généralement, les œuvres reflètent la société et parfois sont engagées. L'environnement peut être une source d'inspiration. La culture peut parfois éveiller les consciences. Culture et environnement se renforcent l'un et l'autre pour participer à la transition écologique. Est-ce que vous pensez que, par exemple, regarder un film, écouter une musique ou lire un livre, ça peut faire prendre conscience d'un sujet ? Oh, oui, bien sûr. C'est un peu le sens de la question que je posais tout à l'heure. C'est-à-dire comment les artistes, alors qu'ils soient écrivains ou peintres ou musiciens de jazz, peuvent porter un message positif de respect de l'environnement et de la planète. Alors, ça existe. Il y a un certain nombre de musiciens qui sont engagés qui sont engagés pour ça. Ouais. Mais c'est bien que ça transparaisse dans leur art, dans leur musique ou dans leurs écrits. Mais je suis absolument certain que les artistes peuvent avoir une grosse influence sur le public. Et l'environnement est de plus en plus abordé, pourquoi ? Tout simplement parce qu'on vit tous au quotidien des changements évidents, tout simplement. Oui, mais qu'on s'inquiète. Qu'on est en plein dedans. Oui, ouais. Bien sûr, c'est un sujet qui importe à tout le monde. Et je pense que le public en est de plus en plus conscient. Alors est-il prêt à prendre des mesures qui dans un premier temps risquent de le gêner ou de limiter sa liberté, ou d'entraver ses déplacements. Ça c'est autre chose. Mais moi je crois qu'il faut rester positif. C'est-à-dire qu'il faut non pas regretter ce qui était avant, parce qu'on n'avance pas comme ça, ouais. mais plutôt essayer de se dire comment peut-on retrouver le sens de la vie tout en étant respectueux de notre environnement. Et est-ce que la culture, justement, ce serait pas le meilleur moyen de toucher un public pour faire passer le message sans forcément qu'ils se sentent agressés par le message ? Pour modifier l'opinion publique, faut parler sur TF1. Non, si bien sûr la culture, c'est un biais comme la publicité ou les médias, en effet, mais c'est un biais qui paraît noble, en tout cas, et comme dit Alain, à fort taux d'influence, puisque en effet, la parole d'un artiste peut être plus forte que pas mal de choses. Oui, puis je pense qu'on modifie pas les comportements dans un sens positif avec des messages agressifs. Il faut beaucoup mieux convaincre. C'est ça. Et vous, en tant que personne qui consomme de la culture, ça vous est déjà arrivé justement d'avoir une prise de conscience grâce à une musique ou un film ou je sais pas. Moi, je me rappelle dans ma tendre enfance que Jamiroquai avait sorti un titre et un album éponyme d'ailleurs qui s'appelait Emergency on Planet Earth. Et à l'époque, c'était les écolos ou en tout cas ce sujet-là était vu comme un délire hippie, quelque chose de fantasque. Et en fait, en l'occurrence, moi, ça m'a marqué, gamin, maintenant que t'en parles, ce clip que j'avais vu sur MCM. Ça m'a fait pleurer même. Voilà. Ah, c'est beau. Bah ouais. Et toi, Alain ? Oui, alors en écoutant Thibaut, je cherchais une musique, ça existe. Bon, moi c'est... Je vais donner un exemple récent, c'est le premier qui me vient à l'esprit. Quand j'écoute un orchestre comme celui de Maria Schneider, qui fait nettement référence aux grands espaces et aux paysages, etc. Bon, je pense que ça peut faire rêver, ça peut donner des idées. Oui, écoutez donc Maria Schneider, le Big Band de Maria Schneider. J'ai promis, j'en passerai prochainement à Jazz aux éclats.
Et moi, par exemple, pour la petite anecdote, j'ai regardé un documentaire de Yann Arthus Bertrand. Donc c'est un photographe. Et ça s'appelle Legacy. Et en fait, grossièrement, c'est un documentaire qui montre que la planète est en danger. Et il montre plusieurs situations autour du monde. Et après l'avoir regardé, j'étais vraiment sur le cul, en fait. Et j'ai changé un peu ma consommation. Parce que clairement, j'ai acheté encore des bouteilles en plastique. Honte à moi, mais bon. Et j'ai acheté des gourdes, j'achète du vrac, alors qu'avant j'achetais des... Ouais. Mais voilà, mais c'est grâce à la culture, au final, c'est un documentaire, et ça m'a fait prendre conscience. Et c'était le but, du coup, de... il a toujours été plus ou moins engagé, quand même, Yann Arthus Bertrand. Je te conseille l'interview Thinkerview. Tu vois, c'est une Thinkerview, ce que c'est ? Non. C'est une chaîne de discussions que tu peux trouver sur Internet ou dans des podcasts. Ouais. Et ils invitent pas mal de mecs intéressants. C'est plutôt de gauche, je te le cache pas. Et donc Yann Arthus Bertrand est intervenu là-dessus. Il parlait justement de... Parce qu'il disait, en effet, j'ai valorisé la nature toute ma carrière, mais en même temps, je volais au-dessus, donc je dépensais du dioxyde de carbone en créant mes reportages, et j'en ai pris conscience que plus tard. Donc, mais très beau, très bon monsieur en tout cas. Voilà. En tout cas, j'irai voir. Merci du conseil. Et vous pensez que ça pourrait être une stratégie de communication de la part du gouvernement de faire passer un message à travers la culture ? Est-ce que ce serait une stratégie du gouvernement de passer des messages via la culture ? Bon, je pense qu'il faudrait déjà laisser la culture s'exprimer. C'est clair. Non, parce que, je dis ça parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais dernièrement, Monsieur Emmanuel Macron a lancé un défi à des youtubeurs de faire une vidéo sur leur chaîne, une chanson en l'occurrence, pour prévenir des gestes barrières. Et il avait fait le pari avec eux d'atteindre les 10 millions de vues. Et devinez en combien de jours les 10 millions de vues ont été atteints. J'en sais rien. En 3 jours. En 3 jours, 10 millions de vues. Ouais. Coup de com' via la culture. Oui. Mais ça a ramené les jeunes en même temps. Via les médias. Voilà. Via les médias. Plutôt média culture. Mais bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Si ça peut aider à renforcer un certain message, bien sûr. Mais bon, je crois que c'est pas au gouvernement de dire. C'est pas dans ses ambitions, notre ami. C'est pas au gouvernement de donner donner des directives au monde de la culture pour faire passer des messages. Laissons passer les messages du monde de la culture. Ouais, tout à fait. Et plutôt que de parler de gestes barrières, peut-être devrait-il parler d'écologie. Oui. Exactement. Parce que les gestes barrières, je crois qu'on est au courant. Ça fait un an on a les pubs. Explique comment on fait. Je pense qu'on est pas mal. Mais en revanche, expliquer quand on est fait la lessive chimique, par exemple, ça peut être carrément évité juste avec des copeaux de savon et de l'eau bouillante. Plein de petits gestes comme tu décrivais de ton quotidien peuvent changer à grande échelle quand même la donne. Ça serait intéressant. Mais après, en d'autres conversations un peu plus subversives. L'art peut être utilisé comme outil de sensibilisation pour différentes causes comme l'écologie. Ça permet de faire passer des messages de façon à ne pas paraître trop donneur de leçons. On touche un public plus large et on déclenche parfois une prise de conscience. Tout de suite, on va écouter une chanson de Mickey 3D qui s'appelle Respire. Elle date de 2003, mais malheureusement, elle est plus que jamais actuelle. On revient juste après avec un top 3 des chansons qui traitent de l'environnement. Vous êtes sur RCN 90.7. Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtrisés. En 2 temps 3 mouvements l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est
pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille. Et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongés dans les prés. Y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables, à moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petite histoire de l'être humain. C'est pas joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires. 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 Biodiversité sur RCN, Chloé Baduel. Surconsommation, pollution de l'air, des océans ou conditions animales, ces musiciens utilisent leurs chansons pour faire passer des messages engagés et pousser le public à agir au quotidien ou tout du moins à se questionner. Le numéro 3, c'est une chanson de will.i.am, chanteur du groupe Black Eyed Peas. Dans son titre SOS, Mother Nature, sorti en 2007, il dénonce le comportement de la société vis-à-vis de la planète. Il évoque le fait que la mère nature est fragile, qu'elle est en train de mourir et que ça arrive depuis 50 ans. La terre et ses ressources sont prises pour acquises, mais qu'elle meurt dans l'indifférence malgré le fait qu'il y ait des signes comme l'augmentation des températures ou des tornades. Selon lui, la société est très préoccupée par le fait de gagner de l'argent pour s'en soucier. Le chanteur pointe également du doigt l'inaction des politiques qu'il accuse de ne rien faire pour sauver la planète et de mentir sur la situation. Le numéro 2, ou plutôt la numéro 2, c'est Angèle. Dans une des chansons sans titre qu'elle a fait enregistrer à l'improviste et publiée sur Instagram en 2019, Angèle alerte sur le réchauffement climatique et critique le déni face à la situation environnementale actuelle. La chanteuse belge l'a écrite en pleine canicule après avoir lu l'article « La Terre vit sa période la plus chaude depuis 2000 ans » paru dans Le Monde le 27 juillet 2019. Elle témoigne de son angoisse, ce que la canicule, les 40 degrés, les articles alarmants sur l'état de notre planète et les critiques sur Greta Thunberg m'inspirent. Elle a également déclaré « J'ai hésité à dire « on sera tous morts » au lieu de « il sera trop tard », mais après je me suis dit que c'était peut-être une fin trop triste. Enfin, le numéro 1, c'est Julien Doré, l'ami de la terre et des animaux. De retour après des années d'absence, Julien Doré a sorti le titre engagé La Fièvre en juin 2020. Le monde a changé, il s'est déplacé quelques vertèbres. Anton, le chanteur, qui aborde
à travers ce titre différents thématiques liées à l'environnement, dont la hausse des températures et la surconsommation. Ce n'est pas la première fois que le chanteur s'engage. Végétarien, il mène aussi un combat pour la cause animale. En juillet 2017, en concert aux arènes de Nîmes, qui accueille des corridas. Il reprend la corrida de Francis Cabrel, titre jugé anti-corrida. Son engagement est d'ailleurs bien présent dans plusieurs de ses clips, dont Le Lac en 2016, tourné à la montagne puis à la mer. Julien Doré y est entouré d'animaux sauvages et protégés comme des loups par exemple. Avec nous aujourd'hui, on avait Thibaut Roland. Il travaille pour le festival Nancy Jazz Pulsation. Tu peux nous rappeler les dates pour l'année 2021, Thibaut ? Du 2 au 16 octobre. Voilà, c'est un festival qui est engagé dans l'écologie. Il prouve qu'on peut organiser des événements tout en respectant une certaine éthique. On vous mettra les liens de leurs réseaux sociaux et de leur site internet sur la page Facebook de RCN. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Thibaut. Merci pour l'invitation. Et merci également à Alain Aubrège qui a encore une fois su apporter son savoir à l'émission. Merci Alain. Mais je t'en prie, merci à toi Chloé. Vous pouvez également le retrouver sur RCN dans son émission Jazz aux éclats tous les lundis à 13h. Vous ne le regretterez pas. Le jeudi, excuse-moi. D'ailleurs, Alain et moi allons faire une émission sur le thème de jazz et environnement qui sera diffusée le 18 mars. Le 18 mars qui sera dans le prolongement de celle que nous venons de faire aujourd'hui. Voilà, donc rendez-vous le 18 mars avec Alain dans Jazz aux éclats. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt dans Biodiversité sur RCN. Ciao, ciao. Ciao. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org